Il s'agit d'une situation que l'on rencontre fréquemment à la rue, puisqu'elle associe une souffrance physique avec une souffrance psychique. Et cela peut parfois désemparer les intervenants qui se penchent auprès d'eux. Et on va voir comment on peut aborder ce type de situation. Bonjour monsieur. Ouais. Par ce ouais, on peut développer tout ce qui est de l'ordre du langage analogique, c'est-à-dire du langage non verbal. On pourrait dire il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, c'est-à-dire avec la manière d'être à l'autre. On n'a pas l'impression qu'il a beaucoup envie de communiquer. Et donc, il faut décoder, quand on est à la rue, tout ce langage qui est autour du langage verbal, qui est le langage des gestes, qui est la musique de la parole, qui est le regard, qui est tout ce qui va donner une information sur la réalité de la communication. Je suis infirmière dans une équipe mobile et je viens vous voir parce qu'on m'a signalé que ça n'allait pas très bien. On m'a signalé est quelque chose d'assez peu précis et qui peut générer de l'anxiété chez la personne. Ça peut être la police, ça peut être le concierge, ça peut être l'association de commerçants, ça peut être de simples passants. Il est important de dire à la personne qui a repéré sa souffrance, qui a repéré son état, éventuellement même inviter ces personnes qui signalent auprès des acteurs, qu'ils soient sanitaires ou sociaux, les inviter à venir avec nous pour cette première rencontre en tous les cas. Si, ça va très bien, moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, on m'a dit que vous aviez du mal à marcher. Hein? Ah non, j'ai un peu mal à la jambe, mais c'est rien, je boite un peu, quoi, c'est tout. Est-ce que vous pouvez me montrer? On vient de rencontrer cette personne au bout de 20 ou 30 secondes, de lui demander de montrer son corps semble quand même là un peu trop brutal, un peu trop rapide. Il y a quelque chose de l'ordre d'une effraction de ses protections. D'ailleurs, on le voit sur l'image, il est encaparaçonné de ses vêtements, de son duvet, voilà. Et lui demander comme ça d'enlever tout ça, c'est aussi lui demander d'enlever ses protections. Certainement, il va falloir regarder sa jambe, mais peut-être pas forcément dans la rue, ça peut être dans d'autres lieux, et c'est ça qu'il va falloir travailler. Non, vous regardez pas, vous touchez pas, c'est à moi, ça. On m'a dit que vous boitiez, que vous aviez des douleurs, alors peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Il faut que j'examine. Non. De toute façon, ils vont venir me chercher. Au même titre que au début de l'entretien, le on était indéfini, là, le ils vont venir me chercher est tout aussi indéfini. S'agit-il de maraude, d'acteurs de l'aide sanitaire ou sociale, ou s'agit-il de quelque chose de complètement délirant? C'est peut-être là où il va falloir tenir l'entretien le temps suffisant pour se faire une idée, essayer de comprendre ce qui se passe et comment ces personnes-là qui vont venir le chercher peuvent soit l'aider, soit l'inquiéter. Qui ça? Bah eux. Bah, faites pas celle qui connaît pas le système, vous savez bien qu'ils vont venir me chercher. D'accord, ça c'est ce que vous vous dites, mais pour le moment vous avez peut-être besoin de soins. Moi je suis une soignante et je vous propose de vous accompagner. Non, mais il y a une navette, elle va venir, elle va m'amener à l'hôpital. Une navette. Ouais, une navette. Moi je connais pas de navette. Si, il y a une navette. On voit bien que ce mot navette ne nous aide pas. Est-ce qu'il s'agit d'une navette spatiale ou de la navette des maraudes qui peuvent conduire les gens dans un centre d'hébergement ou un centre de soins? Donc il faut poursuivre sans inquiéter. Une navette pour des personnes comme vous? Bah, c'est une navette, la navette, elle vient, elle vous emmène. Quand ça? Bah, ils ont leurs horaires, hein. Attendez, vous savez, avec les conditions qui sont les vôtres, vous êtes à la rue, vous n'avez peut-être pas dormi la nuit dernière, je ne sais pas comment vous faites au quotidien, mais si vous avez une infection veineuse, c'est-à-dire une phlébite, vous risquez un accident pulmonaire, c'est ce qu'on appelle une embolie. Hein? Et on ne peut pas vous laisser comme ça. Et pourquoi? Bah, parce que vous risquez de casser votre pipe. L'argumentaire médical, voire la menace de décès peut être utilisé, mais chez ces personnes, elles n'accrochent pas forcément.
C'est ce qui peut aussi désemparer les intervenants. Voilà, en quelque sorte, même pas peur de mourir, quoi. Donc il va falloir trouver d'autres arguments que les simples arguments purement médicaux euh, qui seront de toute façon balayés d'un revers de main. Je fume pas. D'accord. Ouais. Vous fumez pas, c'est très sympa, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Vous risquez votre peau, quoi. Bon, de toute façon, la navette, elle va passer. Alors, On peut pas attendre la navette. Moi, je suis là pour vous accompagner. Je veux pas vous forcer, mais j'insiste parce que j'ai l'impression là non, que non, vous... la navette, elle passe. Elle vient, elle passe par l'Atlantide, et puis après, Bon, voilà, maintenant les choses s'affichent. L'entretien a permis de faire apparaître quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la réalité, mais qui est de l'ordre du délire. Voilà, donc là, il va falloir travailler avec cette Atlantide et cette navette qui serait inquiétante pour lui. Et en même temps, il y a le mélange des deux. Ça l'inquiète, ils vont venir, et en même temps, ils peuvent l'aider. Donc, il navigue, si j'ose dire, entre la réalité et le délire. On la connaît celle-là, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent, mais personne ne l'a jamais vu arriver, donc bon. C'est une expression de l'infirmière qui laisse supposer que cela peut exister. Hein, cela soulève cette réflexion, la question doit-on abonder dans le délire ou doit-on renvoyer à la personne que ce qu'elle dit est hors de la réalité? D'une façon générale, pour pas dire quasiment tout le temps, il ne faut jamais entrer dans le délire de la personne. On imagine mal, là, cette infirmière sortir un papier et lui donner les horaires de la navette. Ce qui pourrait encore plus l'angoisser, dans la mesure où il perçoit quand même qu'il est à certains moments dans une activité délirante, et que donc si l'autre personne en face de lui délire aussi, c'est très anxiogène. Donc ne pas cautionner, ne pas entrer dans les thèmes et les mécanismes du délire. Bon, de toute façon, moi ça va, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Je peux y aller? Ouais, ouais. On est face à une personne qui a une activité délirante, mais qui a aussi une maladie physique qui peut avoir des conséquences graves. Donc on a déjà le cadre directionnel, on va dire, de l'intervention. Il faut que cette personne puisse accéder relativement rapidement aux soins. De quelle manière va-t-on s'y prendre? Là, on lui propose un accès aux soins, et voilà, il dit bah, c'est pas si grave que ça, vous pouvez y aller, passez votre chemin. Bien non, on ne peut pas passer son chemin, parce que là, il pourrait y avoir peut-être non-assistance à personne en danger. En tous les cas, on ne peut pas se contenter de l'écouter simplement comme ça, en passant son chemin. Mais où ça? Eh ben, allez voir les autres. Moi ça va. Aller voir les autres, ce qu'il évoque, est une manière délicate de refuser la poursuite de l'entretien. Voilà, il nous dit « passez votre chemin ». Mais aller voir les autres veut dire aussi qu'il a une conscience partielle de sa souffrance, de son trouble, et il va falloir prendre, nous, côté aidant, une décision, c'est comment continuer à l'aider. Bah, moi, je suis là à m'occuper de vous et je me demande même s'il faut pas que j'appelle un médecin qui vous examinera en fait et qui peut-être vous On est conduire en lui-même à l'hôpital. On est en France, Oui. hein. On est en France, on est libre, hein. Alors moi, si je veux pas me faire soigner, je me fais pas soigner. Ah, on est libre, mais s'il y a quelque chose qui vous met en danger, moi, je peux pas vous laisser comme ça. Il y a une loi qui peut éventuellement s'appliquer à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles ont et qui les oblige à être hospitalisées. À ce moment-là de l'entretien, on est au cœur de la question qui est doit-on hospitaliser ou pas cette personne pour des soins, pour éviter qu'elle ait une atteinte grave, en tous les cas physique, et doit-on l'hospitaliser sans son consentement? Donc effectivement, elle délire, elle a une maladie somatique, elle a besoin d'être aidée, mais ce n'est pas parce qu'on a une maladie somatique que l'on doit être hospitalisé sous contrainte. C'est parce que la maladie psychique empêche de faire le choix d'accepter ou pas le soin somatique, le soin physique.
ne peut pas hospitaliser quelqu'un qui a le cancer de la prostate ou du sein pour le traiter contre ce cancer sans qu'il donne son consentement. Sauf si ce consentement est atténué et aboli par le fait de la souffrance psychique, voire de la maladie mentale. Et donc toute la question va être d'évaluer la compétence de ces personnes à faire leur choix. C'est une question, encore une fois, éthique. Peut-on respecter le choix des personnes? Et pour le respecter, il faut que ce choix soit en pleine conscience, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh ben, une loi qui est faite pour des soins, disons, obligatoires, on dit même sous contrainte. Ah ouais, vous voulez me faire le coup du HO, hein? Lorsque cette personne évoque le HO, il s'agit de l'ancienne appellation de l'hospitalisation d'office qui était prononcée par le préfet, ce qui sous-tend quand même soit un trouble de l'ordre public, soit l'absence d'un tiers qui aurait pu faire une demande d'hospitalisation par un tiers, ce qui s'appelait le placement volontaire à l'époque, soit les deux, hein, c'est-à-dire l'absence d'un tiers et un trouble de l'ordre public. Donc cette personne semble connaître quand même un tant soit peu les modalités d'hospitalisation et donc elle connaît la psychiatrie. À chaud. Ouais, bah non, bah moi, c'est à froid. On voit que cette personne comprend ce qu'on lui dit, comprend les mots et tente des conduites d'échappement. Tout à l'heure, c'était vous allez casser la pipe, il dit je ne fume pas. Là, c'est à chaud, à froid. On peut penser qu'il avait un certain ludisme et une certaine capacité à jouer avec les mots. Voilà, parfois on peut aussi entrer dans ce mode relationnel pour lui faire comprendre qu'on n'est pas dupe. Ouais, À froid. à froid. D'accord. On a quand même quelque chose là. Moi, je vous laisse pas comme ça. Je vais en parler à mon médecin. C'est ça, oui. Bah allez, parlez-en à votre médecin, allez vous faire soigner. Par cette réflexion, parlez-en à votre médecin, il tend à mettre à distance l'interlocuteur en inversant les rôles. C'est vous qui êtes malade, voilà, donc circulez, il n'y a rien à voir. Il met à distance, il est dans le refus, il est dans le déni. Cela ne va pas être simple de pouvoir le faire accéder aux soins, en tous les cas d'emblée. Donc il va falloir déjà commencer à penser aux modalités de cet accès aux soins. D'accord. Ouais. Bon, aujourd'hui, on ne fera rien de plus. Non, on fait rien de plus. De toute façon, moi ça va. Ma jambe, là, tant qu'elle est rouge, ça va, hein. Quand elle sera noire, eh ben, on verra. Là, pour l'instant, c'est bon. Ouais, effectivement, vous n'avez pas conscience de vos troubles. Bah si. Bah, vous avez un problème de santé physique et vous n'en avez pas conscience. Vous vous mettez en danger. Ouais, bah, de toute façon, c'est provoqué. Hein? Ah, c'est exactement provoqué par vous. Non, ils ont mis quelque chose là. Là. Ouais, ça, Hein? c'est ce que vous vous dites. Non, il y a quelque chose, ça irradie, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous approcher. C'est assez intéressant, il ne faut pas s'approcher, ça veut dire maintenez-vous à distance, là encore. Hein. Il est dans ne dépassez pas la limite, n'intervenez pas plus près. Voilà, c'est un message qui est très clair, c'est un message à décoder. Il maintient à distance et il rationalise tout cela par l'irradiation, le fait qu'on aurait mis quelque chose dans sa jambe. Bon, il est en fin de compte en train de dire protégez-vous, mais protégez-vous aussi de moi. Donc il faut savoir entendre ce qui est dit de façon à ne pas faire monter une certaine tension et ne pas provoquer soit la fuite, soit l'agressivité. Bah, moi, je vais pas toucher, là. Je pense pas m'approcher, mais je peux pas vous laisser comme ça. Donc, comment faire? Je vais appeler les pompiers et la police, peut-être. Ah bah, appelez qui vous voulez. La réflexion à ce moment-là de cette personne montre son ambivalence. Ben oui, appelez qui vous voulez. Et en même temps, la navette m'aura peut-être amené. C'est-à-dire, ben voilà, tentez votre chance pour m'aider. Je serai là, je serai peut-être pas là. Ça ne va pas être simple. Je vais être obligée de revenir, alors. Ouais. Bah, la navette, elle m'aura peut-être emmené, hein, quand vous allez revenir. Hein. Alors, si la navette vous a accompagné à l'hôpital, très très bien. Mais si vous êtes encore là, on verra, d'accord? Ouais, à bientôt. À la prochaine. Ouais. Au revoir, monsieur.
Voilà, c'est un entretien qui finit assez rapidement. Le poursuivre n'aurait pas amené d'éléments supplémentaires, car in fine, il va falloir quand même rapidement que cette personne accède aux soins, ou en tous les cas à un examen en milieu hospitalier. De quelle manière va-t-on s'y prendre? Avec qui? Comment? Tout cela est à construire, je le répète, rapidement. Et les choses vont se mettre en place avant qu'on le perde de vue.